Bonjour Anne. Voilà. Donc les surprises continuent pour moi. Merci, merci Catherine. Oui, je savais, mais je ne savais pas que j'aurais l'honneur de pouvoir dialoguer ce soir avec Anne Rigaille. Donc c'est un plaisir et un honneur. Donc Anne Rigaille est la directrice générale d'Air France. Hein. Et donc, j'espère que vous aurez beaucoup de questions à lui poser. Peut-être que parmi vous, il y a de futurs pilotes de ligne, on ne sait jamais. Vous pourrez peut-être lui envoyer votre CV. Mais dans un premier temps, comment s'annonce la saison estivale pour Air France? Parce que vous avez quand même fait un sacré travail pour remonter la pente. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir de voir les jeunes et les moins jeunes que nous sommes. Oui, S'intéresser toujours à notre secteur, même si on va planer un petit peu moins en altitude que sur la table précédente. Ça s'annonce bien. C'est vrai qu'on a eu une crise Covid qui nous a amené à douter du fait que, parce que tout le monde se posait la question du retour du transport aérien, tout bêtement. Et puis, on a vu à l'été 22 une demande qu'on n'a pas réussi à satisfaire complètement. Et donc, revenir, contrairement à tout ce qui avait été dit sur la nouvelle façon de vivre, etc. Et on s'est tous dit, ça va être un effet rebond. Et sur l'été 23, sans doute, y aura-t-il moins de pression dans les tuyaux. Et finalement, alors pour plusieurs raisons, parce que beaucoup de compagnies ont sorti beaucoup d'avions d'ancienne génération, donc les capacités ont baissé, parce que beaucoup de pilotes sont également partis, et les moments où chaque compagnie a décidé de recruter des pilotes ont été différents. Chez Air France, on a fait le choix qui n'était pas évident de recommencer à recruter, je me souviens en février 21. Ce qui n'était pas évident chez Transavia et ensuite chez Air France. Finalement, c'était le bon pari. Mais du coup, les capacités du secteur sont plutôt tendues. Ce qui fait que, effectivement, nos clients se battent un peu pour les billets d'avion. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes clients qu'avant. On a déjà beaucoup moins de demandes sur les réseaux domestiques. Je vais vous donner un exemple. Quand on a créé la navette sur Marseille, en 96, donc beaucoup d'entre vous ne devaient pas être nés. Voilà. On avait 27 fréquences quotidiennes. Cet été, on en a 7. Donc clairement... Comment vous expliquez ce phénomène sur le domestique ? Très simplement. Alors, je parle du point-à-point. Hein. Je ne parle pas des clients, oui. des correspondances et du feeling CDG. Très simplement parce que les clients corporate font énormément par vidéoconférence. Donc ça continue donc. Ça continue très très largement sur des trajets domestiques. Et par ailleurs, sur le domestique, dans les têtes, il y a eu en dessous de 2h30 de train, je prends le train. Ça a marqué les esprits. Ça a marqué les esprits. On a arrêté un certain nombre de lignes. Et puis juste après, il y a eu une recommandation du gouvernement au moment des mesures sobriété de l'automne dernier qui disait en dessous de 4 heures, on prend le train. Et ça a clairement marqué un tournant. Nous, on l'a vu. On a aussi le fait que nos grands clients corporate ont une logique de décarbonation et dans ce qu'on appelle leur scope 3, c'est-à-dire les émissions qui ne sont pas produites par leur activité d'entreprise, mais par le voyage de leurs collaborateurs ou d'autres sources un peu plus externes. Ils ont aussi des objectifs et donc faire moins voyager leurs collaborateurs, ça leur permet d'atteindre ces objectifs. Donc on a vu la demande effectivement baisser très fortement. En revanche, sur le long courrier, sur du moyen courrier un peu long, on voit une demande qui est très persistante. Là aussi, un tout petit peu moins de corporate, on est à 80%. Donc corporate, pardon, c'est les clients business qui voyagent pour motif affaires. En revanche, nos cabines avant sont pleines, avec beaucoup de clients qui voyagent en voulant se faire un peu plus plaisir et en ayant un peu de place. Un peu plus de confort. D'accord. Donc ça, ce sont des changements qui ont été constatés après le Covid, le confinement. Et vous pensez que c'est des changements durables ? Et pour une compagnie comme la vôtre, comment on s'adapte ? Alors, ce sont des changements complètement structurels pour moi.
Clairement parce qu'on s'est tous digitalisés pendant le Covid et que ça a changé beaucoup de business. Ça veut dire que pour le transport aérien d'une compagnie comme Air France, le domestique est beaucoup moins prégnant. On s'est restructuré fortement et peut-être qu'effectivement la demande, et on voit que la demande continue à baisser malgré cette restructuration et que notre activité cœur est vraiment le long courrier. En revanche, alors on avait une question également, est-ce que le flight shaming serait quelque chose qui impacterait énormément notre modèle ? Je pourrais y revenir. Bien sûr, nous, on se lève le matin et on se couche le soir en se demandant comment on va décarboner notre industrie. C'est vraiment l'essentiel de nos questions stratégiques aujourd'hui. En revanche, on voit dans toutes les régions du monde, on voit que l'Inde est devenue la première région mondiale. Guillaume Faury disait hier dans une table ronde, on était sur la décarbonation, que jamais il y a eu autant d'envie de voyage en Inde, en Chine, en Asie, en Afrique. Et donc on a finalement la vision européenne qui est doit-on encore voyager ? Et on a tout le reste du monde qui a désespérément envie de voyager. Et donc, au niveau court courrier, moyen courrier, autre que le domestique, à travers l'Europe, les gens recommencent à voyager. Oui, on le voit, nous, via notre filiale Transavia, qui est une filiale low cost. Qui se développe bien. Qui se développe très fortement. Très fort. On vient de passer les 70 avions, je crois, voilà. En partant de 40 il y a 2 ans. Donc, fort développement. Beaucoup de demandes sur l'Europe. La Méditerranée. Alors, il y a eu des valeurs refuges pendant le Covid, mais ça reste très fort. Un marché complètement trusté par les low cost. Il a complètement basculé. Mais je dirais qu'on s'est adapté. Et puis, on a un marché d'alimentation du long courrier qui est un marché, je dirais, qui lui reste tiré par la demande long courrier. Alors, on a constaté qu'après du moins au moment du redémarrage après le confinement, que les prix avaient augmenté. Le prix du billet. Malgré tout, les passagers reviennent. On parle de quoi ? De 15% à peu près, c'est ça ? Alors ça dépend beaucoup des réseaux, mais oui, ça dépend beaucoup du prix du pétrole dans certaines destinations. Mais oui, on a suivi l'inflation en fait. Et aujourd'hui, on voit que les clients suivent aussi parce que les capacités sont limitées. Donc effectivement, il y a plus de demandes que d'offres. La vraie question pour moi n'est pas tant cette inflation qu'on peut imaginer un petit peu conjoncturelle, c'est plus comment on va transmettre à nos clients les coûts de la décarbonation, puisque quand on se projette sur les besoins d'investissement et les coûts supplémentaires liés à la décarbonation, c'est abyssal. Pour une compagnie comme Air France, à minima, on doit être entre 1,5 et 2 milliards d'euros par an à l'horizon 2030. Mais vous faites rentrer quoi dans ces 2 milliards ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le renouvellement de la flotte ? Même pas. Même pas ? Même pas. Le renouvellement de la flotte, c'est à peu près 1 milliard d'euros par an pour une compagnie comme Air France, puisqu'on fait rentrer en ce moment... Donc il y a 2 milliards en plus ? Oui, alors ça dépendra des hypothèses. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans, entre 1,2 et 2 milliards. Donc en dehors du renouvellement de la flotte, qui nous coûte très cher, mais qui permet aussi d'avoir des avions efficaces, donc finalement c'est aussi bon pour notre base de coûts. On a besoin de payer les ETS. Donc, les ETS les ETS, c'est... Alors je ne sais jamais si c'est Emission Trading System, il y a peut-être quelqu'un qui... Oui, merci. Donc ce sont les compensations, même si le mot est ONI, enfin, ce que l'Europe demande à payer pour tous les trajets intra-européens. Et on avait des quotas gratuits. Et ces quotas gratuits s'arrêtent en 2027. Donc ça, c'est nouveau, c'est dans le cadre des réglementations européennes. Et ça nous amène effectivement à avoir très très vite des augmentations de coûts d'ETS. Et ça se compte en plusieurs centaines de millions d'euros. Je pense, je vous dirais peut-être une bêtise, 500 millions d'euros à l'horizon 2030. Par an ? Par an, oui, bien sûr, je parle par an. Cette année, je ne sais plus, je crois que c'est plus de 50 millions d'euros. Et on a le carburant durable, qui est l'essentiel du surcoût à payer. Pourquoi ? Parce que dans les leviers de décarbonation que nous avons, on a le renouvellement de la flotte, on a l'écopilotage, mais malgré tous les efforts de nos pilotes, c'est 3-4% pour l'instant. On espère qu'on pourra aller gratter quelques pourcentages, mais ça ne va pas décarboner du long courrier. Et on a l'intermodalité.
Et le reste, et en particulier sur le long courrier, on ne peut pas espérer d'avions électriques ou d'avions à l'hydrogène, c'est le carburant durable. D'ores et déjà, c'est plus de 100 millions d'euros par an pour une compagnie comme Air France. Parce que le carburant durable coûte combien par rapport au kérosène? Alors aujourd'hui, le carburant durable qu'on achète en France, qu'on source à Orly ou à Roissy, c'est 5 000 euros la tonne, quand le carburant conventionnel, c'est 1 000 euros la tonne. Donc c'est x5. 5 x 5, ouais. Alors c'est très cher en France. Donc on va dire qu'on a des progrès à faire en France. On va en acheter aux États-Unis. C'est moins cher aux États-Unis? Moins de 2 000 euros la tonne. Parce que les incentives fédéraux, locaux, l'État de Californie, l'AERA qui subventionnent massivement les investissements. Comme d'habitude, on a été front-runner en France et en Europe. On a été les premiers à tester les carburants durables. Je me souviens sur Paris-Toulouse. Et puis on se fait dépasser en ce moment par les États-Unis, qui investissent massivement. Et il faut faire attention parce que demain, peut-être qu'on ira tous acheter notre carburant durable uniquement aux US. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le prix, mais il y a aussi les quantités disponibles. Actuellement, vous n'avez pas assez pour satisfaire tous vos besoins? Alors, actuellement, si. Pour vous donner quelques chiffres, l'an dernier, il y avait 250 000 tonnes de carburant durable produit dans le monde. Donc 0,01% de la consommation de fuel. Donc rien. Mais on en a beaucoup parlé. Mais on en a, et il faut. Et Air France KLM, on a pris 15%. Donc on était vrai du marché mondial. On ne fait pas 15% de l'offre mondiale, je peux vous le dire. Donc on était vraiment front-runner en France et dans le groupe. Ce qu'on voit, c'est que pour tenir une décarbonation qui ait du sens au regard des accords de Paris, il faut au moins 10% de carburant durable en 2030, beaucoup plus que les mandats européens. Surtout nos vols, pas seulement ceux au départ de l'Europe. Quand les mandats européens, c'est seulement 6% pour les vols au départ de l'Europe. Et c'est là, effectivement, qu'on se pose des questions sur le sourcing, puisque si on regarde tout ce que produira l'Europe et le UK, puisqu'en gros, les réglementations sont un peu les mêmes, ce sera entre, je crois, 2 et 3 millions de tonnes. Quand seulement les mandats, et il nous faut beaucoup plus que les mandats, ce sera plutôt du 3-4 millions de tonnes. Donc on voit qu'on n'est pas du tout sur le bon rythme et qu'encore une fois, ce serait dommage d'aller chercher en barge le carburant durable aux États-Unis pour l'injecter au Havre, mais c'est un peu ce qui nous arrive en ce moment. Alors, aux États-Unis, on voit des compagnies aériennes qui investissent dans des raffineries ou dans des entreprises qui produisent ou qui font de la recherche dans la production de carburant durable de deuxième ou troisième génération. Vous, Air France, vous êtes impliqué à quel niveau dans le soutien de cette filière? On pense aussi qu'il faut investir, pas tout seul, parce que déjà, quand il faut payer le renouvellement de la flotte, plus effectivement tous ces surcoûts qui sont déjà là. Cette année, c'est plus de 100 millions d'euros de carburant durable qu'on va mettre en plus. Donc on n'a pas les reins assez solides. Les marges des compagnies aériennes ne sont pas les plus élevées de la chaîne de valeur. En revanche, on pense qu'effectivement, il faut des consortiums avec les constructeurs, avec les alliances des compagnies aériennes. Donc effectivement, on réfléchit. On a déjà quelques petits investissements pour être aux tables rondes des acteurs technologiques qui investissent, pour savoir où va se produire le carburant durable de demain, quel sera celui qui aura de l'avenir en termes de volume, qui aura de l'avenir en termes de prix. Les e-fuels, on sait bien que la biomasse va être limitée, donc à partir de 2030, il faut que les e-fuels reprennent le relais, mais ça veut dire qu'il faut investir dès maintenant dans ces carburants qui sont très chers. Et on a un sujet politique, c'est d'essayer de convaincre nos politiques que le transport aérien est quand même essentiel aux êtres humains, et donc assigner une partie de l'énergie décarbonée au transport aérien n'est pas une hérésie. Et c'est pas si évident que ça. Vous pouvez rencontrer des politiques qui vous diront, quand on cumule les besoins des transports terrestres, du ferroviaire, il ne reste plus rien, donc est-ce qu'il ne faut pas faire une croix sur un des transports? Voilà, on peut entendre ça de gens très éveillés, et donc on passe un temps certain, peut-être pas suffisamment convaincant aujourd'hui. Il faut qu'on pousse les feux sur la communication, main dans la main avec les constructeurs, avec Airbus. On a la chance d'avoir Airbus sur notre territoire, et on est très très alignés avec Safran, avec Thales, avec tous les acteurs de l'aéronautique, pour bien faire comprendre que
un pays sans grande compagnie, il n'a pas du tout le même rayonnement et le même pouvoir d'action. Si pour aller à Singapour demain ou à Pékin, vous comptez uniquement sur les compagnies étrangères, vous ferez un petit peu moins ce que vous voudrez. Alors justement, donc vous êtes la directrice générale d'Air France, mais le groupe Air France-KLM est confronté au problème de Schiphol, qui est aujourd'hui à Amsterdam, où le gouvernement néerlandais a décidé de réduire, de plafonner les vols. C'est un coup dur pour une compagnie comme KLM qui a son hub principal à Amsterdam. Est-ce que c'est une menace qui pourrait se développer ailleurs? Effectivement, ça arrive. Ça pouvait paraître de la science-fiction. Et quand on regarde comment c'est arrivé, il y a une crise politique en Hollande qui était liée à l'agriculture, puisqu'ils ont d'énormes problèmes de nitrate en Hollande. Et je dirais qu'une façon de sortir politiquement, ça a été finalement de se regarder quel bouc émissaire pouvait être pointé du doigt. Et l'aérien est souvent en pole position dans ces cas-là. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ils ont décidé de limiter les mouvements à Schiphol de 500 000 à 440 000. 40 000, ouais. On a beau expliquer, parce que Schiphol, c'est un business model de hub, c'est une vraie plateforme de correspondance, 60 à 70% des clients sont en correspondance, que finalement les correspondances, elles passeraient juste ailleurs qu'à Schiphol. Et donc, en termes de décarbonation, ça n'avait pas de sens de regarder aux frontières d'un petit pays. Ça n'a pas de sens non plus aux frontières de la France. Moi, j'arrête pas de le dire aussi. Clairement, ça a été une décision politicienne. Et donc aujourd'hui, effectivement, ça a été attaqué en justice. D'ailleurs, la justice a déclaré que ce n'était pas légal, ce qui s'était passé. Alors c'était pour une raison de non-respect de la procédure. Donc on peut dire que si le gouvernement néerlandais s'entête dans cette direction, il va revenir à la charge en respectant la procédure. Possiblement, on verra effectivement ce qui se passe d'un point de vue juridique. Mais ce que KLM, et je dirais que on a exactement la même logique, essaie de démontrer, c'est que finalement priver une compagnie aérienne de ses ressources, c'est la meilleure façon de l'empêcher de se décarboner. On a le sujet également, vous avez peut-être entendu parler récemment d'idées consistant à taxer l'aérien pour pouvoir financer les infrastructures ferroviaires. Moi, j'ai rien contre le train. On travaille de plus en plus avec la SNCF pour avoir des parcours train et air qui soient attractifs, digitalisés, sympas, etc. On considère qu'il faut laisser le choix aux clients. On a plein de clients qui font des Corrèze et qui disent moi, le tronçon que je peux décarboner, je préfère le faire en train. Ok, si tu préfères le faire en train, fais-le en train. On ne veut pas que ce soit une obligation. En revanche, se dire qu'on est déjà très taxé, on a déjà une partie de nos taxes qui vont vers la route et vers le ferroviaire. On a déjà des ETS qui ont explosé, puisque avec la fin des quotas gratuits, ça représente une charge beaucoup plus importante. Je vous parle de charges en milliards, et ça commence, déjà c'est en centaines de millions aujourd'hui. Si effectivement on nous dit on va encore plus vous taxer, avec quoi on va les acheter, les 220 ou les 350 qui permettent réellement de décarboner maintenant. Donc c'est ce qu'on essaie de faire comprendre, mais je dirais qu'on est aujourd'hui dans une guerre, dans des zones de friction par rapport à l'accès aux énergies décarbonées, et donc effectivement chacun joue ses partitions. Merci. Avez-vous des questions ? Oui, je crois qu'on en a aussi sur le chat. Bon, on va commencer par la salle. Sacha, où es-tu ? Bonjour Mme Briaille, merci. J'avais deux petites questions qui n'ont rien à voir l'une de l'autre. Une première question sur votre catalogue de route, votre offre. Comment on réadapte et comment on réadapte de façon efficace l'offre qu'on propose à nos clients après une crise comme le Covid. Les flux de trafic ont été énormément déstructurés, vous l'avez dit. Nous, côté navigation aérienne, on l'a vu. On a vu des routes Europe du Sud qui ont explosé, littéralement. Donc, comment on s'y prend quand on est une compagnie aérienne comme Air France ? On refait le programme toutes les semaines. Donc, c'est ce qu'on a fait pendant le Covid. C'est assez rigolo d'ailleurs. La Covid n'était pas une période amusante, mais d'un point de vue nous challenger sur nos process et nous rendre agiles, ouais, c'était plutôt sympa.
Et donc, on regardait toutes les semaines nos bookings. Et on a vu effectivement des valeurs refuges pendant le Covid exploser, la Grèce. Alors tout le monde est allé en Grèce pendant le Covid. Enfin, pendant le Covid, quand l'Europe s'est réouverte sur l'été 2021. Le COI, les Caraïbes, océan Indien, valeur refuge énorme. Donc on a rajouté des capacités sur le COI. En 2022, on est un peu revenu à une période plus normale. On a vu l'explosion du voyage des Américains. Et dans Paris, vous voyez toujours autant d'Américains. Et aujourd'hui, on est très au-dessus des capacités de 2019 sur les liaisons Europe-Amérique, en tout cas France-US. Donc on a mis énormément de vols sur les USA, le change euro-dollar aidant également beaucoup. Et je dirais qu'on réadapte. Alors, ça ne veut pas dire qu'on réadapte le programme toutes les semaines maintenant, parce que les avions sont quand même un petit peu pleins plus à l'avance. Pendant le Covid, les clients réservaient vraiment en dernière minute. Et donc, on pouvait se permettre de réadapter à 2 mois. Maintenant, on fait un peu plus attention. Mais ça veut dire qu'on est effectivement dans une logique qui est de tester des routes. Ça marche, on les garde. Ça ne marche pas, on les enlève. Donc voilà, donc on avait ouvert Banjul pendant le Covid, ça a bien marché. Puis finalement, là, on l'a enlevé. On avait ouvert... on a ouvert la Tanzanie, là ça marche plutôt bien. On a ouvert Zanzibar, là ça a bien résisté. Donc on est vraiment dans du test and learn permanent. Et on va chercher effectivement des lignes qui marchent et on voit les clients déformer leurs envies. Et c'est assez, c'est passionnant. Et on a des équipes programmes qui s'éclatent à aller redessiner effectivement le programme. On a une compétition différente. Je vais vous donner un exemple. On a vu, ça nous a pris par surprise, on ne comprenait pas pourquoi on avait autant de mal avec les bagages. C'était en novembre dernier. Et donc on a essayé de faire parler les données, d'essayer de comprendre pourquoi on ratait tellement de bagages dans la matinée. Et en fait, c'était beaucoup de flux Inde-US qui ne peuvent plus passer par les compagnies américaines parce qu'elles ne peuvent plus survoler la Russie. Donc un truc un peu... Et donc, ces effets aussi géopolitiques, on ne peut plus survoler la Russie, ont amené les flux à changer. C'est un peu comme le pétrole qui se redessine. Et du coup, on se retrouve avec énormément de demandes sur l'Inde en provenance des US. Voilà, donc on voit aussi des effets d'événements bien sûr très très tristes, les guerres, qui redessinent les flux de voyage. Tu avais une deuxième question ? Et j'enchaîne sur ma deuxième question. Comment on parvient à restaurer le dialogue social dans une entreprise comme Air France après de nombreux changements de gouvernance et après des choix stratégiques qui ont été faits par le passé ? Oui, c'est un travail du quotidien. Voilà, c'est beaucoup d'énergie pour... C'est vraiment très compliqué. Je pense qu'on a réussi effectivement à accompagner une période de crise absolue sans avoir un seul licenciement. Donc on a eu des départs volontaires massivement, mais finalement on a réussi avec des restructurations très lourdes. Parce que quand vous arrêtez des lignes comme Orly-Bordeaux, Orly-Lyon, Orly-Nantes, quand vous divisez une compagnie comme Hop, quand vous baissez de 40%, quand vous fermez le site de Morlaix, ça ne se fait pas facilement. En maintenance, on a fermé des sites de maintenance. Mais on a essayé effectivement partout d'essayer à chaque fois de trouver un maximum de solutions pour les personnes. Donc d'avoir un accompagnement, l'activité partielle et l'accompagnement du gouvernement français a été décisif là-dedans et très bien fait, je pense. Et puis on essaie de conserver finalement cette confiance qu'on a réussi, que Ben Smith a réussi à instaurer à son arrivée. Là, c'est un travail du quotidien parce qu'on revient un peu à une activité plus normale, à des tensions de production. On est dans une période inflationniste où, pour autant, Air France, c'est une entreprise qui a encore beaucoup à rembourser. On a encore plus de 4 milliards à rembourser. Donc, même si ça va beaucoup mieux, il faut faire attention à ce qu'on fait sur nos coûts. Et donc, voilà, c'est cet équilibre qui est un équilibre assez, je dirais, fragile et pourtant qui tient. Et qui tient aussi parce qu'on essaie de dialoguer en transparence sur la stratégie de l'entreprise, sur les problématiques de l'entreprise. Voilà. Merci. Clara, de ton côté ? Absolument, j'ai une question sur Twitch concernant votre stratégie, la stratégie que vous pensez adopter quant au transport régional. Est-ce que vous pensez utiliser des avions comme ceux d'Aura Aero ou développer davantage l'axe de l'intermodalité ?
J'aimerais bien. J'aimerais bien. Vous avez le constructeur ici, hein, si vous voulez. Oui, oui. J'aimerais bien. C'est vrai qu'on a vu le transport régional partout, hein. La France a sans doute été plutôt en retard par rapport à ce qu'on a vu en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Donc on a vu une restructuration du transport régional parce que les coûts au siège que vous avez sur des ATR, des Embraer ne tiennent pas face au low cost, très clairement. Moi, je pense qu'il peut y avoir c'est effectivement par là que la révolution technologique viendra. Et on attend. Alors, je sais bien que c'est compliqué pour tous ceux qui essaient de faire émerger ce secteur en termes d'investissement, d'ampleur des investissements. Mais oui, je pense que dès qu'il y aura des avions, alors avec une capacité un peu significative, je crois que la Norvège veut utiliser des 20 places pour desservir les fjords. C'est vrai que dès qu'il y aura un 50 places un peu décarboné, je pense qu'il fera un tabac. Voilà, la question c'est à quelle année on aura ce 50 places décarboné. Tu avais une autre question. Et ce sera aussi une fierté, hein. De la même manière que finalement l'aérien est devenu une solution pour l'environnement face à des locomotives au charbon, on sera très très fiers de pouvoir dire, voilà, on devient effectivement une solution. Alors effectivement, j'ai une deuxième question pour vous, Madame Rigaille, sur le chat de Twitch. Allez-vous garder vos 787 ou continuer d'augmenter le nombre de 350, ce qui mènerait à la fin de la division 787 ? Alors la réponse est je ne sais pas. Bon, alors déjà, si je le savais, il serait pas très fin de le dire, puisqu'on a quand même besoin de maintenir le suspense pour que nos chers constructeurs nous fassent des prix qui ne soient pas totalement monopolistiques. Ce sont 2 excellents avions. Vraiment. Et effectivement, on a un problème, c'est qu'une flotte de 10 avions, c'est pas efficace. Alors, nos 787 sont hyper efficaces. C'est vraiment des avions qui ont volé comme des dingues pendant le Covid, puisque l'utilisation était énorme. Honnêtement, les 2 avions sont vraiment de très bons avions. Il faudra qu'on continue de renouveler notre flotte. À un moment, il faudra effectivement probablement qu'on reparte en appel d'offres. KLM a aussi des besoins. On essaye, chaque fois, de faire des appels d'offres groupés. C'est ce qu'on a fait pour nos moyens courriers, parce que ça nous donne un peu de volume et un tout petit peu de levier face aux constructeurs. Je dirais que ça dépendra de ce qui nous sera offert en face. Merci. Plus de questions ? Eh bien, voilà, on continuera à discuter. Merci Anne Rigaille. Merci à vous.